Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. Elon Musk pourrait-il prochainement être en mesure de déployer son opérateur Starlink en Afrique du Sud? C'est en tout cas ce que souhaitent de nombreux députés dans le pays. Ils sont prêts à changer certaines lois pour aller dans le sens d'Elon Musk, même si cette idée ne ravit pas tout le monde. En Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon a réaffirmé son ambition d'être le candidat du PDCI à la présidentielle. Il réclame l'organisation d'une nouvelle convention pour désigner un autre candidat que Tidjane Thiam, qui lui conserve la présidence du parti d'opposition, bien qu'il reste encore inéligible pour le scrutin du mois d'octobre. Et puis en fin de journal, nous vous emmènerons au Ghana, fortement menacé par le changement climatique. De nombreux villages ont disparu ces dernières années en raison de la montée des eaux. Des vestiges sont également menacés. C'est le cas du fort Prinsenstein à Keta, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On ouvre ce journal avec cette proposition qui est loin de faire l'unanimité en Afrique du Sud. De nombreux députés souhaitent changer les lois pour permettre à Elon Musk de déployer son service Internet satellitaire Starlink dans le pays. Devant les parlementaires tout à l'heure, le président Ramaphosa s'est dit perplexe face à cette idée. On écoute les précisions de notre correspondante au Cap, Caroline Dumay. Alors la polémique est partie d'une directive ministérielle qui a été publiée la semaine dernière par Solly Maletsi, qui est un ministre de l'Alliance démocratique, de l'opposition, qui fait partie bien entendu du gouvernement d'unité nationale et qui préconise d'ouvrir le secteur des télécommunications. Jusqu'à aujourd'hui, les investisseurs étrangers qui veulent venir s'installer en Afrique du Sud doivent avoir un partenaire local issu des communautés défavorisées et doivent céder au moins 30% de leurs actifs. Eh bien voilà, l'Alliance démocratique pense qu'il faut ouvrir le secteur non seulement pour des investisseurs comme Elon Musk, mais aussi pour des investisseurs chinois ou des investisseurs européens. Mais au Parlement, aujourd'hui, on a bien compris que cette proposition était loin de faire l'unanimité, à commencer par l'ANC. L'ANC qui a quand même demandé au ministre pourquoi cette décision unilatérale. L'ANC qui a assuré qu'il n'y avait aucun deal, entre guillemets, entre Elon Musk et le gouvernement qui aurait été fait lors de la visite à Washington. Il y a eu aussi une levée de boucliers importante de la part des partis plus à gauche, comme l'IFF de Julius Malema ou le MK de Jacob Zuma, qui demande même la démission du ministre. Ces partis ont fait valoir le problème de souveraineté nationale. Si on donne les clés de la communication par satellite à quelqu'un comme Elon Musk, très proche de Donald Trump, on a un problème d'éthique. Voilà, donc la présence d'Elon Musk en Afrique du Sud n'est pas pour demain. On part maintenant en Côte d'Ivoire. On l'a vu il y a quelques jours, Tidjane Thiam conserve la présidence du PDCI après une décision de justice. Pour autant, il reste pour le moment inéligible, ce qui a donné quelques idées à Jean-Louis Billon. Il réaffirme son ambition d'être le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Makamara. À 5 mois du scrutin, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire reste sans visage officiel pour la course à la magistrature suprême. Et dans ce vide politique, une voix se fait entendre, celle de Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et député de Dabakala, s'invite à nouveau dans l'arène. Avec assurance, il réaffirme son ambition, celle d'être le candidat du PDCI. Jean-Louis Billon appelle à un sursaut à la suivi d'un parti historique qui risque, selon ses mots, de rester en marge de l'histoire. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est intacte. Je suis plus que jamais déterminé à aller à la conquête du pouvoir, non par ambition personnelle, mais en réponse à l'appel des Ivoiriens qui aspirent au changement. Pour rappel, le PDC traverse une zone de forte turbulence entre leadership affirmé et candidature impossible de Tidjane Thiam, qui a été confirmé à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire par la justice le 22 mai dernier. Un verdict qui balaie les accusations sur sa nationalité portées par une militante du parti, mais pas sur son éligibilité sur la liste électorale. Un autre jugement, tout aussi décisif, exige toujours le retrait de son nom sur la liste électorale. Les groupes terroristes ont-ils réussi à s'établir au Niger? On pourrait le penser après les différentes attaques qui ont touché le pays ces derniers mois. Dernière en date, celle d'Eknewan dimanche. Une quarantaine de soldats nigériens ont été tués par plusieurs centaines d'hommes armés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique au Grand Sahara. Les détails avec notre correspondant dans la région, Harold Girard.
Cette attaque est survenue alors que les armées maliennes, burkinabées ou encore nigériennes participaient depuis plusieurs jours dans la même zone à un exercice militaire commun. Lundi, le chef d'état-major nigérien, le général Barmou, s'est rendu dans la ville de Tawa pour participer à l'enterrement de plusieurs des soldats qui ont perdu la vie lors de cette attaque. Le gouverneur de la région de Tawa, quant à lui, a été limogé lundi dans la soirée. En moins d'un an, cette position de l'armée avec Néouane a été la cible de l'État islamique au Grand Sahara par 2 fois. Selon plusieurs observateurs, la riposte actuelle de l'armée nigérienne reste insuffisante par rapport aux capacités des groupes terroristes qui opèrent dans la zone à s'enrichir et à se réarmer. La vente des produits illicites. Aujourd'hui, les terroristes se nourrissent de ça à cause de la porosité des frontières, à cause de l'insécurité dans le Sahel. Il y a la vente de drogue qui monte de manière exponentielle et qui permet donc aux terroristes de s'autofinancer, de s'équiper et de causer la terreur dans le Sahel. Des équipements également acquis par la violence. L'État islamique au Grand Sahara, par exemple, le groupe terroriste le plus actif dans cette zone, publie régulièrement via ses canaux de propagande des vidéos de ces hommes qui ont pu récupérer du matériel militaire après des affrontements avec les forces étatiques sahéliennes. Ça fait maintenant 10 ans que le Burundi a été secoué par une crise politique d'ampleur. Elle avait été provoquée par la décision du président de l'époque, Pierre Nkurunziza, de rempiler pour un 3e mandat. Des manifestations avaient alors éclaté. De nombreux Burundais ont dû fuir. Parmi eux, beaucoup de journalistes pris pour cible par le régime. Aujourd'hui, ce climat de peur persiste. Un journaliste s'est confié sous couvert d'anonymat à notre correspondante Juliette Montilly. Regardez. Vous entendrez de moins en moins parler de journalistes d'investigation au Burundi. C'est le constat posé par un journaliste que nous avons pu rencontrer ici à Bujumbura. Il a souhaité rester anonyme pour des raisons de sécurité. En effet, couvrir la vie politique est devenu très difficile depuis la crise qui a secoué le pays en 2015. Menaces, agressions, arrestations arbitraires sont devenues monnaie courante. Les journalistes burundais travaillent, vivent même sous pression et en viennent à craindre pour leur vie. Si quelqu'un a osé te tabasser en plein public, qu'est-ce qui te dit qu'il ne peut pas aller jusqu'à t'ôter la vie? Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment dans notre contexte. Personne n'est à l'abri. Un risque réel et une impunité judiciaire, comme en témoigne la disparition forcée depuis 2016 du journaliste d'Iwachu Jean Bigirimana. Et dans le contexte de campagne électorale pour les législatives du 5 juin, la situation est d'autant plus sensible. Ce ne sont plus seulement les administratifs. Là, je peux nommer même le Conseil national sur la communication ou les forces de l'ordre qui s'y mettent. Il y a en même temps les membres des partis politiques, plus particulièrement du parti politique au pouvoir, qui sont très très zélés. Ils vont se prêter à des actes inacceptables ou à des actes hors la loi. En avril, un journaliste de la radio Bonesha FM a été séquestré et violemment battu par des membres présumés des Imbonerakure, la milice jeune du parti au pouvoir. L'événement a provoqué la réaction de 8 médias du pays sous la forme d'un communiqué commun. Une première en 10 ans et un pas vers la solidarité entre journalistes. Et puis l'envie d'être informé est ancrée au sein de la population burundaise à l'heure où Internet offre de nouveaux outils pour échapper au contrôle des régulateurs. Mais le défi que les médias burundais affrontent aujourd'hui est désormais aussi économique, à l'heure où les bailleurs internationaux, dont ils dépendent largement, diminuent drastiquement leurs aides. L'agriculture plombée par la sécheresse au Nigeria. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal à obtenir suffisamment d'eau pour leur culture. De nombreux défenseurs de l'environnement craignent une insuffisance alimentaire dans le pays si des mesures ne sont pas prises d'urgence. Un reportage de notre correspondante au Nigeria, Aurélie Kouman. Cette flaque d'eau boueuse est tout ce qu'il reste d'une rivière et d'un lac qui alimentaient plusieurs hectares de culture dans le nord du Nigeria. À présent, seuls subsistent ces sols marqués par la sécheresse, une catastrophe pour les agriculteurs de la région qui essaient malgré tout de faire pousser leurs récoltes. Toutes ces choses sont le résultat du changement climatique, parce que les années précédentes, les rivières n'étaient pas à sec. Une grande partie des habitants de la région ont subi des pertes à cause de cela, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'irrigation que la rivière. Cela fait 20 ans que ces exploitants luttent pour irriguer leurs champs.
Sans eau pour leur culture, ils n'ont plus le choix, ils pompent l'eau souterraine. L'année où nous avons commencé, nous avions assez d'eau. Mais maintenant, il n'y en a plus du tout. Et nous devons creuser un puits pour continuer à irriguer. Pendant la saison des pluies, nous obtenions de l'eau. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Avant, le sol ne s'asséchait pas aussitôt. Les cultivateurs du Nord produisent en moyenne près de 70% de l'agriculture nigériane. Mais les pénuries d'eau font déjà grimper les prix des denrées dans le sud du pays, notamment à Lagos. Une situation alarmante pour les experts qui redoutent une crise majeure si rien n'est fait. S'il n'y a pas d'intervention d'urgence auprès des agriculteurs, il y aura certainement une crise. Une crise de l'eau, mais aussi alimentaire et même sanitaire. Ce sont les conséquences qui pourraient naître du bouleversement climatique. À cause du réchauffement climatique, l'agriculture nigérienne a reculé de 3 points dans le PIB du pays au deuxième trimestre de 2024. Le changement climatique fait aussi des ravages au Ghana. De nombreux villages et vestiges de l'esclavage ont été mis en péril ces dernières années. Exemple à Keta, où se trouve le fort Prinsenstein, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il est menacé en raison de la montée du niveau de la mer. Écoutez le récit de Laurent Bersécher. Nichées sur le littoral ghanéen, les ruines du fort Prinsenstein résistent encore à l'assaut des vagues. Autrefois, ce comptoir colonial fortifié où transitaient les esclaves avant de traverser l'Atlantique était situé à environ 6 km des côtes. Mais aujourd'hui, la mer vient caresser ses murs, rongés par le sel. Seuls 10% du bâtiment originel subsistent et son gardien, James Sakorli, craint que ces vestiges ne soient bientôt engloutis par les eaux. Si dans 20 ans, ce fort n'est pas restauré, il s'effondrera complètement et notre histoire disparaîtra. Construit par les Danois à la fin du XVIIIe siècle, le fort Prinsenstein est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire chaque année des milliers de visiteurs cherchant à renouer avec leur histoire. Nous les appelons sites et lieux de mémoire. Ce sont des sites touristiques, mais aussi des lieux sacrés, en particulier pour les communautés locales. Tout au long du littoral ghanéen, des dizaines de forts et de monuments historiques sont menacés par l'érosion côtière. Il y a 25 ans, le gouvernement lançait un vaste projet de mur de défense pour freiner la montée des eaux, des digues et des larges structures en béton qui ont su protéger certaines zones, mais qui ont redirigé l'érosion vers l'est et lourdement impacté les revenus générés par la pêche. Si vous mettez en place cette structure de défense, vous protégez certes la côte, mais vous empêchez aussi les habitants de gagner leur vie. L'érosion n'est pas seule responsable de la dégradation du fort, qui a souffert des années durant de négligence et de manque d'entretien. Des problèmes auxquels les autorités doivent s'attaquer d'urgence pour empêcher ce monument historique de sombrer dans l'oubli. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'essentiel présenté par Claire Hildebrand. Chaque semaine, Marc Perelman reçoit en tête-à-tête une personnalité au cœur de l'actualité. La situation est très fragile. On parle d'une guerre et des combats actifs en ce moment. Pourquoi est-ce que ce pays est entré en crise? Il faut bien qu'à ce niveau-là, la vérité soit dite. La Russie souhaite aggraver la crise alimentaire mondiale. Les personnalités qui comptent s'expriment dans En tête-à-tête sur France 24 et France24.com. Bu ekmek milattan önce 3200 yılına tarihlendirilen Küllüoba'daki bir konutun eşiğinde bulundu. Korunmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi yapının hemen eşiğinin altına
zaten bir çukurun içine gömülüp üstünün kapatılması. Bu anlamda zaten bir anlamda mühürlenmiş oldu. Bunun dışında ekmeğin pişirildikten sonra yakılarak gömülmesi de bu formunu korumasında ve bugüne kadar gelmesinde önemli etkenlerden bir tanesi. Bu tarihsel de bir sorumluluk diye düşünüyorum. Biz bu hediyeyi, bu mirası hem geçmişini anlatmak, hem bugün sahip çıkmak ve geleceğe de taşımakla yükümlüyüz. O nedenle bu ekmeği üretmek biraz da bu fikirle ortaya çıktı. Biz bu sese kulak verelim dedik. Yani toprağın ve ekmeğin sesine. Merak ettik, ilgimizi çekti. Hatta yaklaşınca dedik ki akşam üzeri oldu, kalmayabilir, hızlı hızlı gidelim. Ter içine kaldı, koşa koşa geldi.